Bonjour à tous, c'est Levé de Poupy School et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On retrouve Khadija et Kevin pour une vidéo interview de votre histoire. Bonjour à vous et merci encore de nous accueillir suite à la visite. Pour commencer, du coup, petite question, est-ce que vous pouvez chacun votre tour vous présenter vous-même, ce que vous avez fait avant, ce que vous faites maintenant, aujourd'hui? Alors donc Khadija, je suis auxiliaire de puériculture depuis 2017. Moi j'ai connu plusieurs crèches par le passé. Donc là il y avait cette volonté de créer quelque chose à nous et à notre image. Et t'as fait quoi comme structure avant du coup dans ces 5 ans Municipale et privée. Voilà, j'ai eu de la micro aussi. Une micro aussi, ouais. Et moi, Kevin, du coup, on est en couple. Je suis le gestionnaire de la structure, mais ça m'occupe pas à 100%. Donc moi, j'ai encore mon emploi à côté. Je suis commercial dans le bâtiment pour un industriel. Je fais le lien entre les deux. Des journées bien remplies. C'est ça. Et aujourd'hui, voilà, le fait qu'on soit complémentaires en termes de profil, ça nous a vraiment, je pense, fait gagner du temps aussi dans le projet. Vous êtes tous les deux, du coup, toi t'occupes plutôt management sur le terrain, au quotidien. Tu es sur le terrain d'ailleurs? Moi, je suis la référente technique de la structure et je suis sur le terrain avec l'équipe une grande partie. C'est un peu cet avantage, c'est qu'aujourd'hui, elle fait... Enfin, dans l'organisation de la crèche, elle est 100% en terrain et tout ce qui est vraiment péda, c'est à la maison, le week-end et voilà. Donc ça permet de vraiment se détacher sur le terrain. L'origine du projet, le pourquoi, vous êtes dit, donc c'est vraiment, donc on a dit avoir une structure à votre image, mais est-ce que ça va plus loin je pense qu'il y a deux critères. Le fait qu'on soit déjà parents de 2 enfants, qui n'ont jamais été en structure collective, parce qu'on n'a jamais eu de place. Donc nous on se rend compte aujourd'hui que sur Orléans, il n'y a pas... il y a un déficit clairement en collectif. Je dis pas que c'était non plus négatif d'être avec une assistante maternelle, hein. Ça s'est bien passé, il y a eu des hauts, des bas. Mais il y a un besoin de collectivité, mais il y a besoin de collectivité parce il n'y a pas le choix en fait, on fait un choix par défaut au final. Et ça c'était le premier critère, et le deuxième c'est plus lié à Khadija et ce qu'elle a vu sur le terrain aussi. Sur le terrain. L'histoire du projet un petit peu, du coup... les étapes, c'est vous voulez vous lancer dans ce projet, ok, et ça a quoi été les différentes étapes, les différents contacts que vous avez pu voir avant d'arriver jusqu'à l'ouverture? Déjà la première étape c'est de dire est-ce qu'on peut travailler en couple et monter une société à deux. Déjà c'est la première question, est-ce que c'est viable à se poser. Une fois qu'on n'a plus trop de doutes sur ce sujet-là, c'est ok, on est prêt à monter une crèche, mais une micro-crèche, comment on fait? Et c'est vrai que tu as fait une vidéo sur c'est Khadija qui avait trouvé ta formation. Et c'est vrai que l'image de se dire je peux gravir la montagne seul, sans plan, et je me débrouille tout seul, mais je vais mettre plus de temps, ou alors je peux choisir la facilité de me faire franchiser, donc arriver plus vite mais avec d'autres déconvenus, ou alors il y avait ce compromis qui nous plaisait bien. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on est parti avec Poupy School, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu Poupy School, on se serait sûrement franchisé pour être aussi accompagné, parce que à la base on n'est pas entrepreneur, donc c'est notre première société, on n'a pas fait d'autres expériences d'entrepreneuriat, donc on a besoin d'être accompagné. L'aspect société et puis l'aspect aussi cadre réglementaire, etc. On ne crée pas effectivement une micro-crèche comme on peut créer n'importe quelle boîte. Du coup vous êtes arrivé chez Poupy School et après les différentes étapes, vous avez commencé par rechercher un local, contacter la mairie, dans quelle heure vous avez fait les choses? Il y a une petite histoire de premier local qui n'est pas passé. C'est la vraie bonne question. On s'est dit on fait quoi? Est-ce qu'il faut appeler la PMI d'abord? Est-ce qu'il faut démarcher les mairies d'abord ou trouver le local? On ne savait pas, et ça c'est là où on a perdu aussi un peu de temps. La première réflexe a été d'appeler la PMI. Qui a pas... au début c'était un petit peu... Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui les appelle pour pouvoir peut-être monter des projets. C'est le premier contact, Et voilà, donc ils nous ont clairement fait comprendre que c'était pas la démarche première, qu'il fallait faire une étude de besoin, etc. Donc ça, via la formation, on le voit. Donc on a fait déjà l'étude de besoin, donc ça va très vite, hein, au deuxième couronne d'Orléans, il y a des besoins partout. Et du coup, on s'est dit, on va démarcher déjà les mairies, voir s'ils sont... Peut-être qu'eux, ils ont déjà un local à nous proposer, ils peuvent peut-être déjà nous aider. Et on a eu quasiment que des oui, mais on n'a pas de local, revenez nous voir quand vous avez un local. C'est le plus courant.
Donc moi, le petit conseil que je peux donner à un nouveau porteur de projet, c'est déjà de commencer par le local. Parce qu'une fois qu'on trouve un local adapté avec un jardin, on va voir la mairie en disant mais là, moi, je suis prêt à m'implanter, j'ai le local, je l'ai bloqué, donc go, on peut y aller. Je peux rebondir là-dessus par rapport à une chose. Alors en fait, il y a une suite logique, il y a une chronologie logique des choses à faire. Effectivement, contacter les PMI, mairie, c'est bien de le faire avant parce que même si en fait c'est pas forcément le moment stratégique pour le faire parce qu'on n'a pas tout, sauf que c'est soit ça peut déclencher des opportunités des fois en mairie, mais et la PMI on sait comment elle fonctionne parce qu'en fait au moins ça permet que chaque PMI quand même fonctionne un peu différemment. Au moins vous avez le contact, vous savez qu'il faut faire l'étude, il faut faire tout ça et puis vous savez quand les contacter quoi. Mais c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'énergie à avoir beaucoup de mairies, je crois on a eu peut-être une dizaine. Avant d'aller sur la recherche du local. En parallèle on le faisait. Mais à chaque fois c'est un entretien soit avec l'élu, soit avec le ça maire. Fait un réseau. Ça fait un réseau, mais en fait et après on donne pas trop de nouvelles parce qu'on n'a pas de local. Et il y a des gens aujourd'hui on a ouvert et ils nous ont vu une fois mais ils savent même pas si on a ouvert ou pas. Donc pour le relationnel c'est pas l'idéal. Et donc nous c'est vrai qu'on a perdu quasiment 6 mois parce qu'on avait trouvé une maison sur laquelle on avait fait un compromis d'achat, donc t'es plus dans un format achat. Et la banque, sur le principe, il n'y avait pas trop de contre-indications, sauf qu'on a eu un refus la veille de signer chez le notaire. Ouais, donc tout allait bien jusqu'à la signature. Normalement, la banque vous avez dit ça va passer, mais vous n'avez pas en fait d'offre de prêt définitive. C'est ça. Ils nous demandaient encore le prix des ameublements, des jouets pour une semaine avant. Donc pour nous, on s'est dit, il n'y a pas de point bloquant, ce serait non, on nous l'aurait déjà dit. Et au final, le point bloquant, c'était pas une question de rentabilité ou quoi que ce soit, c'est comme on n'était pas entrepreneur de base, ils voulaient avoir un premier bilan pour nous accompagner sur de l'achat. Donc par contre, ils nous ont dit, si vous trouvez quelque chose en location, avec un crédit, on va dire à moins de 100 000 €, on vous suit tout de suite, et ce qui a été le cas ici. Parce que Khadija, ça lui a fait un vrai coup. On se projette. On se projetait déjà beaucoup, on visité beaucoup de fois. C'est normal. Et moi je me suis dit il fallait rebondir tout de suite et location, donc je suis tout de suite remis sur le bon coin, etc. pour trouver. Et en fait ce local là on l'avait vu au tout début du projet, même avant Poupy School, mais en fait on savait pas quoi faire, on savait pas comment le réserver, comment le bloquer, etc. Et au final il avait été loué et le locataire l'a lâché parce qu'il n'a pas eu son crédit. Donc la chance a fait que je l'ai vu une nouvelle fois sur le bon coin, j'ai rappelé l'agent immobilier. Et comme je l'avais déjà visité, j'ai dit on le bloque tout de suite. Et c'est là aussi où notre rapport il est passé, c'est qu'on a payé des loyers nous pendant plusieurs mois où il n'y avait rien dans le... Ouais, parce que le propriétaire, il n'y a pas de négociation possible par rapport à ça. On a réussi à gratter un petit peu, on a eu 2 mois à 50% et un ou 2 mois franchisés. Où on n'avait pas de loyer, mais de décembre jusqu'à septembre, ça faisait long pour lui pour être à zéro. Et là, on se dit, on n'a pas trop le temps de réfléchir aussi, il faut y aller. Puis il n'y a pas trop de risque aujourd'hui de réserver un local, même de donner un loyer d'avance ou autre. Il y a des clauses suspensives, on peut s'en dégager assez rapidement. Il faut bloquer, si on voit quelque chose à potentiel, il faut le bloquer. Ouais, ça c'est un vrai conseil, effectivement, la réactivité c'est super important. Moi je l'ai vu sur toutes les crèches qu'on a fait, quasiment, même les achats, on était sur des coins super tendus au niveau de l'immobilier. On signait quasiment à la fin de la visite, parce que pas le choix. Le local fait tout. Ouais, le local ça fait tout, ça débloque tout le reste. Et en fait, il faut regarder les surfaces. Une fois qu'on a les surfaces, on sait qu'on peut faire un plan après travaux, on sait que c'est viable pour faire une micro-crèche, go, il faut y aller. On met les bonnes clauses suspensives qui vont bien, et ça sécurise. Donc du coup là, local en location, les clés en décembre, une ouverture en septembre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Devis pour les travaux, parce que sur l'achat, on était parti sur un courtier en travaux. C'est vrai que l'enveloppe a monté assez vite en faisant ça, et du coup on a fait plus option réseautage via l'agent immobilier qui nous a bien accompagnés aussi, où lui il connaissait des artisans par corps de métier. Vous avez dû faire quoi? Et donc on a fait placo, plomberie, élec. Et après nous-mêmes on a fait sol et peinture. Ça représente combien du coup en budget travaux? La partie sous-traitée, je pense que c'est autour des 50 000 €. 50 000 €, ok. Voilà. Et après, entre l'aménagement, le besoin de fonds de roulement, etc., ça fait un crédit autour des 100 000 €. Du coup, pour la petite histoire du local, effectivement, tu me disais avant que c'était un magasin de jouets sur le locataire précédent, et avant c'était même un garage, et du coup c'est intéressant de voir qu'effectivement la transformation est possible.
Et presque on en tire des avantages de cette transformation par rapport à la hauteur sous plafond, etc. Vous avez fait toutes les finitions, ouverture en septembre, tout s'est passé comme prévu, la PMI, la visite PMI. Alors ce qui nous a repoussé aussi parce qu'on peut se dire, bon, juste faire des devis artisans, etc. Bah, ça aurait pu être plus court. Hein, ça aurait pu être plus court, mais il y a le dossier à l'urbanisme auprès de la mairie. Ça, c'est pareil, on s'y est pas pris tout de suite, on n'avait pas trop cette notion. Dossier ERP du coup. Ouais, dossier ERP. Et en fait, ça, faut s'y prendre limite dans les premiers. Ouais, dans les premiers. Parce que là, nous, c'était 3 mois minimum. Ouais, 3 mois. Moi, c'est 3 mois le RP. Bah, c'est ce que effectivement on indique, c'est que quand on a le local, c'est une des premières choses qu'on enclenche, c'est ça. Surtout qu'on est en ERP 5 et du coup, il n'y a pas, très rarement des visites des commissions de sécurité et d'accessibilité. Les mairies peuvent le demander, mais c'est très rare et du coup, on a tout intérêt à le faire dès le démarrage. Et puis c'est assez lourd à faire quand on n'est pas dedans, mais une fois qu'on l'a fait, voilà, c'est un bon moment à passer. Et... On est surtout content d'avoir le résultat. Ça va exactement. Donc il y a ça qui nous a mis un peu dedans en retard. Au début aussi, on voulait un accord au moins oral de la PMI sur les plans, qu'on ne se mette pas à faire des cloisons et qu'au final on nous demande de tout modifier. Donc ça aussi, ça a pris un peu de temps et je pense qu'on a eu tous les accords autour du mois de juin. Début d'été. Voilà, et après là, les artisans étaient vraiment très efficaces en 1 mois et demi. Donc au final, de janvier à juin, c'était de la préparation. C'était les papiers, et après, ça s'est attaqué. On a pu faire le recrutement des équipes, les préinscriptions aussi, on a lancé tout ça en parallèle. Donc sur l'été, tout a été... L'été, c'était travaux. Prêt. Du coup, la visite de la PMI, c'était fin août? Oui, c'est ça, autour du 20 août et quelques. 2 semaines avant l'ouverture. 2 semaines avant l'ouverture. Donc vous avez pu ouvrir dans la foulée directement. Oui. À la date prévue qu'on avait ciblée et qu'on avait... Ouverture en septembre, en plus, au final, effectivement, peut-être que vous auriez pu ouvrir avant, mais bon, ouvrir en juin, juillet, pas non plus l'idéal, ouvrir en septembre, c'était plutôt pas mal. On a ouvert la dernière semaine d'août, voilà. Est-ce que vous avez une aide particulière de la mairie? C'est quoi vos contacts avec la mairie? La mairie nous a un petit peu aidé au côté urbanisme, si on avait des questions. Ils étaient très disponibles. Très disponibles côté urbanisme. Après... ils avaient des petits doutes, parce qu'on est la 5e micro-crèche juste de leur agglo, donc ils avaient des petits doutes sur le remplissage, sur le remplissage exactement. Doute qui s'est vite levé. Mais sinon, dans très bon rapport. Après, en aide financière, on a aussi eu le prêt à taux zéro d'initiative. Voilà. Mais après, côté mairie, il n'y a pas eu de subvention ou quoi que ce soit. Non, pas de particulier. Ils vous mettent en avant sur le site, ils vous ont référencé? On est sur le site. Ça y est, mais on était déjà remplis. En même temps, il y a 5 crèches. Ils sont très disponibles. Ils sont venus à l'inauguration aussi, on a apprécié. Ils sont venus aussi avec la responsable du RAM pour qu'on puisse mettre des choses en place ensemble. Donc plutôt bon relationnel. Le contact avec la PMI du coup. Donc vous avez appelé la première fois la PMI, donc ça c'est une chose. Vous avez dit revenez avec l'étude de besoin. Après quand vous avez envoyé l'étude de besoin, comment ça s'est passé la relation avec la PMI jusqu'à l'ouverture? Des rendez-vous intermédiaires, pas de rendez-vous? À l'époque c'était très digitalisé, c'est-à-dire qu'en fait il fallait envoyer une demande via le site du Loiret, une demande d'ouverture d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, et après eux prenaient contact avec nous. Donc là on a eu un contact de la référente du secteur, et en fait c'était la même référente qui nous avait suivi sur le projet qui avait capoté. D'accord. Voilà. Et donc elle nous connaissait déjà, et cette fois-ci elle a pris aussi des pincettes en disant validez bien le côté financier, etc. Que je vienne pas pour rien entre guillemets. Et on a envoyé les plans, elle nous a demandé des modifications, mais tout ça s'est géré à distance. D'accord, on s'est jamais déplacé sur place, seulement à la fin. Elle nous avait proposé une prévisite quand on commençait à faire les cloisons pour qu'elle puisse voir, et on lui a proposé, elle pouvait pas, donc elle a dit je viendrai à la fin. Mais elle avait validé les plans sur le principe, donc après si vous respectez les plans normalement, pas de soucis par rapport à ça. Et puis ce qu'on a vu un peu dans la visite, c'est qu'effectivement vous avez au contraire surblindé toutes les protections, etc. pour éviter d'avoir des retours. Et s'assurer que tout se passe bien, et la preuve, tout s'est bien passé. Exactement. Donc au final, la visite PMI à la fin, pas de spécial. Si, des petites choses, surtout sur l'extérieur, mais des choses qu'on n'avait pas forcément vues. C'est vrai qu'il y avait sur le mur, il y avait des morceaux de ferraille qu'on n'avait même pas vus à hauteur d'hommes, pas d'enfants, qu'elle a demandé à retirer. J'avais même pas fait attention, on les a retirés. On a habillé aussi une palissade, parce qu'elle avait peur que ce soit un peu rêche pour les enfants. D'accord. Voilà, franchement du détail. Et que sur l'extérieur? Oui. Sur l'intérieur, rien, non. Que du positif.
Si on parle du coup un petit peu des chiffres, du coup tu as parlé d'un prêt aux alentours de 100 000 euros. C'est ça. L'apport que vous avez dû mettre pour obtenir ces 100 000 euros du coup? Aujourd'hui on avait juste mis l'apport dans la société, donc le capital. Et ce qu'on avait indiqué à la banque, c'est que notre apport personnel on le gardait pour payer les loyers. Le décalage. On ne le mettrait pas en financier dedans. Du coup ils ont considéré en apport la partie d'initiative. D'accord, donc l'apport était uniquement le prêt d'honneur. Mais il fallait aussi qu'on leur justifie et qu'ils voient qu'on avait un apport personnel pour payer les loyers. Les loyers, voilà. L'histoire soit en adéquation. Exactement. Voilà. Avec les chiffres. Le chiffre d'affaires que vous aviez estimé et du coup le chiffre d'affaires réel du coup qui est fait, et comment s'est passé le remplissage? Est-ce que c'était tout d'un coup, ça arrivait progressivement? Bah là, on avait fait un prévisionnel lié à la formation et la facturation qu'on avait prévue autour des 201 000 euros, on va dire. Okay, annuel. Et là, maintenant qu'on va être à 100% au mois d'avril, donc avril 2023, on aura les dernières arrivées, on a un prévisionnel sur 12 mois de 208. Donc 208, si je dis par 12, 17 300. Ouais, c'est ça. Ça marche, ok. Beaucoup de contrats longs ou... Alors au début on a dit oui à tous ceux qui nous disaient oui, donc on a aussi des contrats à 3 jours, voilà exactement. On n'a pas optimisé le remplissage côté financier, on aurait pu sûrement faire mieux, mais là on a vraiment dit oui à ceux qui nous disaient oui. Au début on remplit, le but c'est de remplir, de payer ses charges. Effectivement l'optimisation ça va rarement en première année. C'est ça. Et puis on était content de... En même temps ça suit le prévisionnel, même un petit peu mieux. Donc, c'est ça. Donc là on a eu un remplissage progressif, quelques arrivées la dernière semaine d'août. Beaucoup d'arrivées en septembre. On était à quoi, 8 enfants à peu près. Et après tous les mois on en avait un ou deux qui arrivaient, et là aujourd'hui on va avoir 15 enfants sous contrat, donc ils sont pas là tous les jours. Quoi. Donc il y a 15 enfants sous contrat actuellement, donc forcément beaucoup de contrats quand même plutôt longs que plutôt courts. Ce qui fait que au niveau chiffre d'affaires, forcément, il y a un axe d'amélioration sur les prochaines années où vous savez, vous pouvez un peu plus... Sachant que là, on a optimisé aussi un petit peu, parce que comme on avait dit oui à des couples qui avaient un enfant assez tard, donc qui arrivaient là en avril, on a pris des contrats temporaires pour dépanner aussi des familles qui avaient besoin, donc on a fait des contrats sur quelques mois, le temps que l'autre enfant arrive aussi, pour optimiser le remplissage. Le remplissage, Vos tarifs, du coup, ça donne quoi Nous, on n'est pas parti en demi-journée, on fait un tarif à l'heure. Aujourd'hui, un gros contrat 5 jours qui fait ouverture-fermeture, on est autour des 1 500 euros. Donc en taux horaire, on est quoi, 7,80 Ouais, c'est ça, autour moins de 8 euros, mais on a 7,70. 7,70 à 10 euros du coup pour 10 euros les pour petits contrats. Les tout petits contrats. Oui. Si on parle un peu de l'équipe, comment est structurée l'équipe, quel type de profil? Du coup, tu es référent technique. Oui. Du coup, tu as un suivi par une éduc. Comment ça se passe? Alors, on tenait vraiment à former une équipe solide et avec qui on aurait vraiment un bon feeling, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a recruté une EJE, effectivement, une éducatrice de jeunes enfants. À 35 heures À 35 heures. À 35 heures, ok. C'était vraiment la petite surprise du recrutement. En fait, Amandine, qui est des EJE, mais elle sortait d'école, donc elle est jeune diplômée. Jeu de terrain, du coup, vraiment. Et qui voulait faire du terrain aussi. Et elle voulait faire du terrain parce que elle était consciente qu'elle sortait d'école et qu'elle voulait faire du terrain. Donc aujourd'hui, elle a un rôle vraiment terrain. Donc vraiment le suivi pédagogique, mettre en place des activités, etc. C'est ça. Le vrai rôle d'éduc, quoi. C'est ça. Ça marche, ok. Donc une à 35 heures, une éduc 35 heures, et ensuite on a recruté aussi une AP, une auxiliaire de puériculture à 35 heures également. Et également une animatrice petite enfance. Du coup avec un CAP. Pour compléter. Qui a un BEP, mais voilà. Ok, ça marche. Et on a une apprentie. Oui. Et les analyses de pratique, vous avez déjà commencé? Si oui, sinon, vous savez par qui vous allez passer, quel type de profil? Alors, on n'a pas commencé encore, on était vraiment encore dans le démarrage de la crèche, c'est des choses qui vont s'installer encore dans les mois à venir. Vous avez déjà du coup un profil, vous savez qui va le faire? On va sûrement demander à notre référent de santé, comme elle est extérieure. Avec 5 ans d'expérience, elle peut. Qu'elle connaîtra l'équipe, qu'elle connaîtra les enfants, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que vous avez un contact avec la CAF? On n'en a pas parlé en particulier. Ça, c'est toi qui es. La CAF, ça a été la croix et la bannière pour réussir à les avoir. On n'a pas de contact en particulier. Pas de subvention possible? Non, on n'a même pas fait de déjà 5 crèches, j'imagine. Non, on a eu beaucoup de mal à les avoir au téléphone, pour être tout à fait honnête. Il n'y avait pas la nécessité d'être accompagné de A à Z sur le projet.
Oui, puis c'est plus en fait quand il y a besoin de subvention qu'ils vont intervenir. Exactement. Mais si c'est pas subventionnable. Il y a juste le côté où on a ouvert, mais on savait même pas, on n'avait pas la trame pour faire les déclarations, enfin le tableau Excel, on savait pas sur quel support. Pour être du coup référencé sur mes démarches. C'est ça, donc on a juste eu un coup de fil quand la PMI a envoyé notre agrément. Ils nous ont dit on a reçu votre agrément, on vous envoie tout ce qu'il faut, mais le premier mois on n'a rien eu. Donc, Votre projet PEDA, est-ce qu'il y a des axes particuliers? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Notre projet PEDA, on met beaucoup l'accent sur la motricité libre. Comme on a pu le dire durant la visite, il n'y a pas de délimitation physique, on tient vraiment à ce que les enfants interagissent les uns avec les autres. Les grands avec les bébés, et c'est d'autant plus riche. Complètement. On est beaucoup dans le respect du rythme des enfants, que ce soit par rapport au repas, aux siestes, à leur développement. On va beaucoup être dans cette écoute et la bientraitance des enfants à travers la bientraitance des pros. On tient vraiment à chouchouter notre équipe pour qu'elle soit vraiment dans une optique de prise en charge optimale pour les enfants. On accompagne vraiment les familles au mieux aussi dans leur rôle à la parentalité qui parfois peut être un petit peu un peu chamboulé. Et ils ont besoin d'accompagnement. C'est la première séparation et il peut se passer plein de choses. Donc effectivement, non mais totalement raccord. Le développement d'enfants c'est très riche et on est là pour eux, pour les aider, pour les guider et les écouter. Le remplissage de la structure du coup, vous l'avez dit, complet. Jusque 2024. Petit tips encore, les pubs Facebook, c'est. Le rapport prix que ça coûte et retombées, franchement c'est top. Justement, c'était ma question suivante, c'est quelle communication vous avez fait pour vous faire connaître? Donc au-delà du coup de la pub Facebook, est-ce que vous avez fait d'autres choses? On avait mis, donc on n'avait pas encore l'enseigne, on avait mis une bâche aussi la rue, du coup. Pour que les gens puissent voir. Je pense que ça nous a aussi apporté, parce que comme on a une école maternelle et primaire en face, ça nous a apporté aussi des demandes. Et après on avait quand même imprimé des flyers, on s'est dit un peu à l'ancienne, on va le faire, mais je suis pas sûr que ça nous est pas plus efficace. On a fait les commerces énormément parce que on voyait déjà que via les réseaux ça faisait déjà énormément une grande partie sur des pages du coin, des groupes. On était un peu déçus de ça parce qu'on a fait des demandes mais ça n'a pas été relayé. Est-ce que vous avez fait un site internet? Et si oui, comment? On en a fait un mais vraiment vitrine par Wix. Oui, mais aujourd'hui c'est pas juste pour nos préinscriptions, on envoie le lien et puis. C'est ça. Ça nous a pas drainé soit de famille ou même de personnel. Déjà rien que de faire la page Google, d'avoir notre adresse et tout, ça a été un peu long avec Google aussi parce qu'il fallait leur prouver qu'on était... La page My Business. Ouais, My Business, ça c'était un peu long. Et ça je pense que ça nous rapporte plus de contacts que le site internet. Quand tape crèche, c'est ça. Rien que le fait maintenant de mettre dans Waze juste l'îlot Dino, ça nous amène directement ici, enfin des petites choses. On est content qu'on ait référencé. C'est ça. Justement, l'origine du nom. Pourquoi l'îlot Dino? On aimait bien le jeu de mots l'île haut. Et à cette époque, notre fils le plus grand était à 100% dans les dinosaures. Ah bah j'aime à la maison. Donc l'îlot Dino, c'est resté. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a fallu choisir en premier pour se faire connaître, créer l'adresse mail. Donc on est resté dessus, on lui a expliqué aussi, ça lui avait plu. Ça nous plaît, et puis ça a beaucoup plu aussi aux familles, ça reste très enfantin. En ce moment, on n'en entend pas plein dans les dinosaures. C'est ça. Si on parle un peu de vos fournisseurs, fournisseurs alimentaires, fournisseurs pour le mobilier, etc. Mobilier, on a été un peu la facilité avec Wesco. Ikea, du coup. Ikea, beaucoup. Beaucoup aussi de Le Bon Coin en seconde main sur des crèches ou des groupes aussi, ou des crèches, voilà, comme on a notre fauteuil, notre gros fauteuil là, c'est de la seconde main, c'est un Wesco. Et niveau alimentaire, on l'a vu dans la visite, mais la potion. On a testé 4 fournisseurs et on a retenu la potion avec lequel voilà, on est plutôt content, même si c'est des pots en verre qui peuvent casser dans les transports ou autres, mais ils sont réactifs. Faut en avoir, donc là il faut savoir que nous on se fait livrer à notre demande, on peut se faire livrer sur plusieurs mois, mais nous on fait à peu près 2 livraisons par mois, ce qui permet d'avoir aussi une variété de plats différents. Gustativement, en termes de qualité, c'était important pour nous que ça tienne la route. En termes aussi, comme on disait, d'avoir un plan B si un enfant ne mange pas ou on sait d'avance qu'il n'aime pas un aliment qui est dans la composition, on a ce plan B de pouvoir lui proposer autre chose. La portion individuelle surtout, c'est... La portion individuelle, le fait de minimiser le maximum le gâchis, contrairement aux portions collectives où on a tendance à devoir jeter plus.
L'accompagnement Poupy School, pourquoi vous nous avez rejoint? On a vu un peu au début, besoin d'avoir une trame, d'avoir un suivi, et votre avis de manière transparente. Non, l'avis il est forcément positif, je pense qu'on n'aurait pas ouvert sans ton aide et votre aide de manière générale, même de la communauté, parce que pas forcément eu que des réponses de Poupy directement, même le fait de pouvoir échanger, voilà, les partages d'expérience, c'est super important. Moi, c'est vraiment plus pour mon côté gestion, etc. C'est le côté d'avoir une trame à suivre et de pas s'éparpiller aussi. Et ça, c'est voilà, et vraiment en étape. Puis le côté liberté, c'est on est accompagné, mais on est libre. On prend ce qui nous intéresse et après on monte quelque chose qui est plus à notre image. Ouais, carrément. On n'en serait pas là aujourd'hui sans tout l'accompagnement et tout le suivi. Non, c'est sûr. Bah, en tout cas, ravi de l'entendre. Et puis, c'est bien parce que c'est raccord. Enfin, ce que tu viens de dire, justement, c'est on prend ce qu'on veut et on fait à notre image. C'est tout l'essence du pourquoi on a fait Poupy School de cette manière-là. Et j'ai déjà eu des petits échos, mais du coup, la suite, qu'est-ce que c'est la suite, les objectifs Bah, clairement, mentalement, c'est assez dur là de dire non à beaucoup de familles. L'équipe, nous, elle est vraiment en place et elle est super. Donc, on s'est dit que c'était peut-être le moment aussi de passer à la deuxième. Ouais. Donc, ça fait quand même quelques mois qu'on regardait un peu. Pour trouver un local, etc. Et là, on a eu la chance de trouver un local que l'on a bloqué, donc sur Saint-Cyr-en-Val. On a déjà ouvert les préinscriptions, on a déjà une dizaine de préinscriptions pour 12 places. Donc, ça serait une ouverture pour quand du coup Septembre, si tout va bien. Septembre 2023. On a l'accord mairie, on a déjà été les voir, on est en cours sur le dossier urbanisme. Et il y a la partie banque à finaliser aussi. Voilà. Donc c'est déjà un bon rythme quoi, septembre 2022, c'est ça, ouverture de la première, septembre 2023 la deuxième. C'est ça. On se concentre sur le recrutement déjà de la seconde équipe, parce qu'on va faire aussi évoluer des gens en interne. Voilà, on va parler des apprentis aussi des fois, forcément ça peut être des futurs recrues. Oui, et puis nous on prendra maintenant des apprentis aussi auxiliaires JE pour essayer d'avoir d'autres profils comme ça. Donc là on va refaire un organigramme sur les deux structures, voilà. Même Khadija va se détacher sur les deux structures, on remet une équipe. Un petit groupe. C'est ça. C'est ça. Effectivement, au fur et à mesure, on gère pas une crèche comme on en gère deux, comme on en gère trois, comme on en gère quatre. Et effectivement, il faut se. Du coup, c'est bien. On parlait tout à l'heure d'une éduque qui commence à faire des tâches un peu de référent technique. Ça fait partie de. Quand toi tu seras sur d'autres structures, potentiellement, elle sera peut-être elle sur ici. Et du coup, ça permettra d'avoir toujours un suivi de direction intéressant. C'est ce qui est prévu de switcher toutes les deux. Clairement, quand la deuxième sera ouverte, elle passera officiellement référente technique des deux structures et Khadija sera vraiment plus directrice technique. Mais voilà, en remplacement du coup peut-être. Elles vont se compléter. C'est ça, en binôme. Effectivement, pour la suite, ça donne une base solide et idéalement. J'espère pour vous en tout cas que ça restera les personnes de direction comme ça que vous formez après qui peuvent rester le plus longtemps possible, mais en même temps c'est vachement lié et c'est lié à la bientraitance auprès des pros qui restent le plus longtemps possible et du coup quand vous vous développez sereinement parce que vous avez déjà votre base qui est solide. C'est ça. Pour finir, on en a déjà eu 2-3 effectivement dans la vidéo, mais ça serait quoi le conseil que vous donnerez à votre vous qui démarre il y a 2 ans ou justement après l'échec même de la première, c'est peut-être le bon moment aussi d'avoir un conseil, mais c'est quoi les conseils que vous donnez aux personnes qui démarrent? De persévérer, encore une fois sur le modèle de la maison qui n'a pas abouti, c'est de persévérer et de pas lâcher et que ça ouvre vraiment beaucoup de... Voilà, on rend service à plein de familles et voilà, le quotidien avec les enfants il est vraiment super donc ça vaut le coup. On trime, on dort pas beaucoup sur certaines périodes, on fait beaucoup de plans, mais voilà, ça vaut le coup. Oui, moi je dirais surtout de s'entourer de gens positifs. Parce qu'on peut vite, t'es sûr que ça va marcher, ou enfin voilà, de toujours trouver le truc qui pourrait ne pas aller. C'est bien d'avoir des gens vraiment positifs et nous on a été beaucoup aidés aussi d'amis, on les remerciera jamais assez pour les travaux notamment, mais de s'entourer vraiment de gens qui tirent vers le haut plutôt que de chercher ce qui pourrait ne pas aller alors que ça se trouve ça n'arrivera jamais. Donc vraiment rester sur du positif, c'est pas parce que on tombe une fois que c'est terminé, le fait de persévérer, mais le fait de persévérer avec des gens positifs, on rebondit beaucoup plus vite. Complètement. Et puis nous aussi le fait qu'on soit complémentaires, d'aller chercher aussi de la compétence autre part, on n'a pas les réponses sur tout. Nous le fait d'être de 2 univers un peu différents, ça nous a permis aussi de se souder dans les moments un peu plus durs.
En tout cas, toutes mes félicitations. En tout cas. Merci. Encore merci. Donc, avec grand plaisir. Et du coup, si vous aussi maintenant vous souhaitez vous lancer dans la création de votre propre micro-crèche, n'hésitez pas du coup à suivre la chaîne YouTube, à vous abonner, à partager à d'autres personnes qui souhaitent également se lancer. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.